du Premier ministre Ousmane Sonko. Le point de vue de Babacar Socrate Diallo, directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, ancien enfant de troupe, ancien instituteur, ancien directeur d'école. Vous êtes aussi aujourd'hui à la tête, donc au-delà du CDS, d'autres structures de recherche et d'enseignement comme l'École d'intelligence économique et stratégique ou encore le Conseil de surveillance de Dakar Sciences Po, cette grande école de sciences politiques. Bonjour, Monsieur Diallo, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Ning, c'est moi qui vous remercie du tout. Le premier volet de notre entretien va concerner l'action diplomatique du chef de l'État. Je l'ai dit, c'est la consolidation des relations de bon voisinage. Au plan géopolitique, qu'est-ce que cela vous inspire comme lecture et analyse? Vous permettrez, M. Ning, après avoir salué vos auditeurs, tous les spectateurs qui nous écoutent, de réitérer en direct, si toutefois ils nous suivent, mes félicitations à M. le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la brillante victoire qu'ils viennent de remporter et qui les installe aujourd'hui au niveau de cette importante instance de direction de l'État du Sénégal. À ces félicitations aussi, permettez que j'ajoute mon ami et frère, le professeur Marito Niane, n'est-ce pas, qui a joué vraiment un rôle très important dans l'ouverture du CDS pour pouvoir intervenir dans les programmes que vous venez de citer, intelligence économique et même Dakar Sciences Po. Ils sont venus pour participer à nos conférences. L'actuel directeur de cabinet. L'actuel directeur de cabinet. Voilà. Je dois en profiter aussi pour saluer tous les éditeurs du CRS qui actuellement nous regardent, les éditeurs de l'école panafricaine d'intelligence économique et de stratégie, ainsi que ceux de Dakar Sciences Po, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Je voudrais avant toute chose souligner quand même, avant ce déplacement à l'extérieur, et ça c'est très important de le souligner, c'est le premier déplacement que le président Diomaye Faye a effectué à l'intérieur du Sénégal, pour lequel il a fait le choix d'aller rendre une visite de courtoisie au chef religieux. Ouais. Cheikh Mountakha Mbacké et Babacar Sy de Tivaouane. C'est un geste extrêmement important qui démontre à l'évidence l'adéquation qu'il y a entre ce qu'il a pu dire au cours de sa campagne et ce qu'il commence à mettre en œuvre. Parce que, en commençant par ces chefs religieux, on met l'accent sur la dimension intérieure du pays, c'est très important. C'est une illustration, en tout cas un premier pas vers cette démarche qui illustre cette volonté de mettre en œuvre de manière endogène toutes les orientations du pays au plan interne. Oui. Et je ne doute pas, je ne suis pas responsable de son agenda, mais je ne doute pas que de telles visites se poursuivront aussi bien au niveau des corps constitués qu'au niveau des autres chefs religieux et coutumiers, puisque après tout, il faut qu'on le souligne. Oui. Nous n'avons que nos chefs religieux, nous n'avons que nos traditions, nous n'avons que nos valeurs. Tant que nous saurons les conserver, tant que nous pourrons continuer à nous les approprier et les faire approprier tous nos enfants et autres, on peut dire quelque part que nous serons protégés lorsque nous nous ouvrons à l'extérieur, ce qui est indispensable et nécessaire. C'est des ressorts. C'est une démarche qu'il faut saluer. Et j'espère, je souhaite que ça augure même des décisions ultérieures pour davantage renforcer l'autorité de ces chefs religieux, en particulier de nos chefs confrériques. Parce que, comme on le
voit jusqu'à présent, il joue un rôle très important, en particulier pour des phénomènes qui se déroulent dans la sous-région, contre lesquels, heureusement, jusqu'à présent, nous sommes préservés. Très bien. C'est des ressorts, des socles sur lesquels il faut s'appuyer pour mener à bien les politiques publiques. Absolument, ouais. Absolument. D'accord. Absolument. Ouais. Maintenant, l'action diplomatique sous-régionale. Maintenant, sur l'action diplomatique sous-régionale, bon, là aussi, il n'y a pas de hasard. Parce que, quelque part, vous l'avez dit tantôt, au démarrage de votre émission, ce déplacement en direction de la Mauritanie est une illustration de l'attachement que les nouvelles autorités accordent aux relations de bon voisinage. Dans la continuité historique de tous les chefs d'État sénégalais qui se sont succédés, de Senghor jusqu'à Diomaye Faye lui-même. Et que de ce point de vue-là, il importe que tout soit mis en œuvre pour consolider ce voisinage. D'autant plus que, au-delà de cet aspect, il y a des enjeux majeurs qui se dessinent dans ce contexte régional, qui sont liés à l'exportation du gaz et du pétrole. Et là, je dois féliciter le président Macky Sall d'avoir eu le génie avec son ami, chef d'État mauritanien Moussa Gaouzani, d'avoir compris que c'est dans la capacité de mettre en œuvre une coopération qui permet le partage des ressources naturelles que les deux pays peuvent réellement en profiter, parce que de fait, à cause même de ce partenariat, les deux pays créent un parapluie en termes de paix et de sécurité qui les préserve d'éventuelles querelles inutiles qui pourraient naître autour de l'exploitation de ces ressources. Oui. Donc, c'est un enjeu. On a vu que dans d'autres cas, ça crée plutôt des conflits, quoi. Tout à fait. Le seul cas que je connaisse où, par rapport à l'exportation du gaz du pétrole, il n'y a pas encore de conflit, c'est le cas entre le Qatar et l'Iran, qui partagent la même poche gazière. Oui. Et qui trouvent des modus operandi entre eux pour que cela ne dégénère pas. Mais ici, dans le cas de la sous-région, en tout cas entre le Sénégal et la Mauritanie, il était important que cela soit fait. Et qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye, d'emblée, accentue cette démarche qui a été mise en œuvre et même décide de l'amplifier, de la consolider. Je dis que ça fait partie aussi des signes salvatrices de la paix dont on a besoin autour de cette région. Il n'y a pas que cela. Aussi, il y a l'exportation des ressources halieutiques. Absolument, la pêche. Donc, le développement d'un partenariat au niveau de l'exploitation des ressources halieutiques, ça constitue un enjeu qui, diplomatiquement, justifie et même exige ces déplacements-là. Ouais, donc, bien qu'en étant dans la continuité, il a su mesurer les enjeux stratégiques avec la Mauritanie. Mais il y a aussi la Gambie, une autre république sœur. Il y a la Mauritanie, il y a la Gambie, mais permettez-moi d'ajouter un autre enjeu par rapport au déplacement en Mauritanie. Oui. C'est cet enjeu sécuritaire. Oui. Puisque j'ai la chance d'appartenir à cette région-là. Je suis saint-louisien de souche. Oui. Je suis allé jusqu'à visiter les installations de pétrole, parce que ça pose des questions par rapport à l'environnement. Donc, il y a des enjeux sécuritaires. Ouais. Non seulement pour la protection de l'environnement et des installations pétrolières, mais encore et surtout pour la protection de l'environnement. Donc, dans ce partenariat-là qui existe entre les pays, ce volet sécuritaire prend davantage son importance lorsque, au-delà de la sécurité qui est liée à la protection des installations critiques contre d'éventuelles attaques qu'elles pourraient
subir, il y a la protection de l'environnement pour la sécurité humaine. Je pense aux poissons, je pense aux différentes ressources halieutiques, je pense aux populations, je pense à d'éventuelles pollutions qui pourraient arriver, je pense à d'éventuels incendies qui pourraient se produire sur les installations et pour lesquels toutes ces questions-là doivent être maîtrisées. Très bien. Avant l'exploitation du gaz et du pétrole. Il faut aujourd'hui trouver des solutions, aujourd'hui même, à toute crise, à toute problématique. Avoir une démarche d'anticipation. Voilà, anticiper. Et je pense que ce partenariat-là, entre la Mauritanie et le Sénégal, va y concourir. Et je n'ai pas été dans le secret des entretiens, mais je pense que ce sont d'autant de sujets qui ont pu être évoqués entre le président Gawdani et le président Diomaye Faye. Ouais. La Gambie, dont vous avez parlé tantôt, là aussi l'enjeu est manifeste. On peut dire que la Gambie se trouve dans le ventre du Sénégal, en même conscience en langue. Donc, c'est un destin commun. C'est un destin commun. Hein? Je disais très souvent, avant que le pont sur le fleuve Gambie ne fut construit, je disais très souvent que, quand je donnais des exemples de géostratégie, je disais que, au plan géostratégique, la Gambie constitue une rupture par rapport à toute politique que le Sénégal pourrait mettre en œuvre pour atteindre son territoire du Sud et le mettre en valeur. Et que, en trouvant les voies et moyens de réduire cette rupture-là, notamment en créant le pont sur la Gambie, qui je le souligne, puisqu'il y a très souvent des personnes qui ont un mirage panoramique, qui pensent que le pont est installé à la fois sur la Gambie et sur le Sénégal. Il faut savoir que le pont se trouve entièrement en Gambie. Mais au nom de la coopération internationale, avec son éducation, ça permet de régler beaucoup de problèmes. À cela s'ajoutent les problèmes de préservation de nos ressources naturelles. Les ressources naturelles du Sénégal, il faut les préserver. Le problème du bois, de la forêt, la contrebande. C'est un problème de sécurité aussi. Toutes ces questions de sécurité, il est heureux que, au cours de son voyage, que j'ai suivi ce voyage-là, ces questions de sécurité ont été remises sur la table, qui existent déjà avec des actions mixtes, des patrouilles mixtes qui se font entre les deux pays, entre les forces de sécurité des deux pays. Je pense que sur ce point-là... Le maintien du Conseil présidentiel aussi va certainement contribuer à approfondir un peu cette... C'est sanitaire et de bonne guerre. Tout cadre qui permet aux pays voisins de poursuivre le dialogue politique, économique, social, permet d'anticiper sur beaucoup de problèmes qui pourraient créer des problèmes entre eux. Bon, s'y ajoute, il ne faut jamais l'oublier, que ces deux pays, vous l'avez dit, non seulement ils ont un destin commun, mais ne peuvent pas, chacun en ce qui le concerne, se développer sans s'appuyer sur l'autre. Et c'est là où j'ai une conférence qui s'appelle Comprendre la géopolitique pour mieux gouverner les États. Et je pense que le président Diomaye Faye, en portant ça, est en train de démontrer qu'il connaît l'importance de la géopolitique. Et quand on ne connaît pas la géopolitique, quand on ne comprend pas la géographie, il est extrêmement difficile de mettre en œuvre des politiques, projets, programmes qui soient en mesure de transformer radicalement ce pourquoi on est venu au pouvoir. Et ça, c'est très important. Je crois que donc vraiment... Surtout que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, pratiquement, on le voit se développer beaucoup de conflits liés à des aspects plutôt géopolitiques ou géostratégiques. Bon, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parce que si on essaie même d'expliquer aujourd'hui l'engouement ou l'importance de la géopolitique, c'est lié à cela. Parce que pour certains, la géopolitique servait à faire la guerre. Mais quand on fait l'histoire de la géopolitique, et quand on découvre que c'est l'école de la géopolitique allemande qui a été à l'origine
de l'expansion de la géopolitique au XIXe siècle, et que c'est sur la base de la géopolitique, c'est en s'adressant à la géopolitique, c'est en justifiant des recherches sur la géopolitique que Hitler est arrivé à faire ce qu'il a fait, ce qui a expliqué que par la suite la géopolitique a été bannie, pour reprendre ces règles de noblesse. Lorsque les gens ont commencé à se poser la question, et je viens à ce que vous disiez tout à l'heure, comment expliquer les conflits internes qu'il y a au sein des pays? Les gens ont découvert que finalement la plupart des conflits qui naissaient à l'intérieur des pays l'étaient autour du contrôle ou du partage des ressources naturelles. Le contrôle de l'espace. Le contrôle de l'espace. Le territoire, oui. Le contrôle du territoire, parce qu'il y a des richesses, parce qu'il y a des autres, autour du contrôle des détroits, autour du contrôle du pouvoir, n'est-ce pas? Donc des problèmes institutionnels, on essaie de manipuler les institutions pour avoir le pouvoir, autour des problèmes liés à la population, donc le problème d'ethnicité, les problèmes de langue, bon, tout cela, ça relève de la géopolitique. Lorsqu'on s'est aperçu que donc, la plupart des conflits naissaient autour de ces questions-là, c'est là qu'on a redonné à la géopolitique c'est l'aide de noblesse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un engouement pour toute la géopolitique. Intéressant, quand les gens parlent de géopolitique, en pensant à les crises, ils oublient que ce qu'ils voient, comme par exemple ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, ce qu'ils voient n'est que la conséquence ultime de tout un processus lié à des faits géopolitiques. Très bien. Alors, parlons maintenant pour avancer un peu du projet comme référentiel de politique économique et sociale. C'est, si on peut le dire comme ça, en substance, une sorte de repositionnement souverain et un développement endogène. Résumé, quel est le regard que vous portez sur ce référentiel-là? Écoutez, j'ai eu la chance de lire le projet et à ma grande surprise, vraiment à ma grande surprise, j'ai constaté que la quasi-totalité des points qui sont exposés étaient des points sur lesquels j'ai toujours milité. Comme quoi, par exemple? C'est justement le développement endogène. Le fait de devoir cesser d'être un pays extraverti, tout tourné à l'étranger. Même quand il y a un diplôme, s'il n'est pas estampillé Paris, Washington, Londres, Grenoble, Nantes ou Pékin, tu penses que tu n'as pas de diplôme. Mais c'est déshonorant pour nos peuples, c'est déshonorant pour nos pays. Nos économies, regardez, lorsqu'on exploite au Sénégal oriental, quel est le Sénégalais qui peut te dire de quelle couleur il est? Regardez les immensités de nos ressources naturelles. Regardez la Casamance, les produits qui dorment, qui pleurent. Regardez quand tu voyages de Saint-Louis à Dakar ou de Dakar à Saint-Louis, les dames qui sont là pour vendre des petits fruits. Mais on est là aussi dans le domaine de la géographie. Il faut que créer les moyens de ramener les choses à l'intérieur, les transformer. Endogénéiser. Voilà, par exemple, comme ils disent, voilà un exemple. Il y en a d'autres encore, il y a plein d'autres exemples. Le problème des institutions. Alors là, c'est crucial. Le problème des institutions, si avec la nouvelle équipe en place, on ne refonde pas les institutions, si on ne procède pas à la refondation de l'État, je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Donc il y a ces questions-là. Il y a plusieurs autres questions que pose le projet qui sont essentielles, dont aujourd'hui, le plus prégnant, parce que ça a été l'objet de mes préoccupations tout le temps que je vis en France. D'ailleurs, je ne travaille que sur ça. La problématique de la formation et de l'insertion. Le chômage des jeunes. Ça, vraiment, comme j'ai pu l'écrire quelque part, le chômage des jeunes est une bombe à retardement, à destruction massive. Il faut absolument, je sais que tout est prioritaire, mais je sais aussi, pour l'avoir lu, que dans le projet,
auquel il peut accéder, il accorde une importance capitale à cela. Oui, et puis bon, il faut que tout le monde se mobilise. Mais ce qu'il y a à dire maintenant par rapport à ça, le projet. Je dis très souvent, je le rappelais à une de mes directrices au CDS, autant que lorsque Macky Sall est venu au pouvoir, je lui disais toujours, dites à monsieur le président que la stratégie qu'on met en œuvre pour conquérir le pouvoir n'est jamais la stratégie à mettre en œuvre lorsqu'on s'installe et qu'on doit conduire les opérations. Oui, il y a une différence entre l'opposition et l'exercice du pouvoir. Ça change tout, voilà, ça change tout. Parce que là, on est aux commandes, donc, surtout qu'il y a le projet, il faut prendre le temps, d'abord, de communiquer. Parce que le projet a créé, bon, au Sénégal, au Sénégal une attente extraordinaire. Il a été vendu et les Sénégalais l'ont adopté. Il a été vendu, les Sénégalais ont trouvé qu'il était consommable, comme quoi, je dis très souvent, un chef d'État, et ça, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne savent pas, un chef d'État est un produit. Du point de vue marketing, il faut tout faire pour que l'enveloppe qu'il donne corresponde aux attentes des populations. Absolument. Bon, ils ont réussi à envelopper le projet, ils ont créé un contenu, ils l'ont enveloppé. Les Sénégalais ont considéré que c'était un produit consommable et digeste. Ils l'ont adopté. Maintenant, ce qu'il y a de plus important pour ceux qui sont au pouvoir, c'est d'abord d'être conscients de l'importance de leur succès, l'importance de leur réussite pour avoir été capable de mettre en œuvre un projet et d'arriver à en faire en sorte que les populations y adhèrent. Maintenant, qui sont au pouvoir, il faut communiquer avec ces populations-là. Prendre le temps, leur dire qu'on arrive, mais il faut un temps d'attente. Parce que, d'abord, il faut que, comme disait Sun Tzu, que nous arrivions, n'est-ce pas, à créer une unité de vie et de pensée pour mettre le projet en œuvre. Et surtout, il faut que nous arrivions à maîtriser l'environnement. On arrive, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a trouvé. Évaluation. Il faut prendre le temps qu'il faut procéder à une évaluation. Et je suis heureux de constater que c'est dans ce sens-là que le président Diomaye Faye a instruit son Premier ministre pour un certain nombre d'audits qui ne doit pas être vu comme une mesure forcément de sanction, mais simplement une mesure d'évaluation pour savoir ce qu'il y a, bon, ainsi de suite. Donc le consommateur qui a acheté le produit sur le marché doit pouvoir en connaître les tenants et les aboutissants, c'est ça? Exactement, et c'est dans ce cadre-là que je pense que j'ai fait une proposition dans ce sens, parce que dans toutes les lettres de félicitations que j'ai envoyées au président de la République, à M. le Premier ministre, à M. le directeur de cabinet, le ministre Maïtoyan, à toutes les personnalités, je leur ai dit que le CDS et tous ces autres démembrements étaient à leur disposition pour les accompagner. Et dans ce cadre-là, j'ai suggéré qu'une campagne soit faite pour une large appropriation du projet. Il faut que les gens comprennent ce qu'il y a. Il y en a qui comprennent, il y en a qui l'ont vu. Mais il faut qu'une grande majorité des Sénégalais comprennent ce qu'il y a dans le projet, qu'ils sachent que si jamais ils concourent à aider à sa mise en œuvre, peut-être qu'on arrivera au nirvana et que nos jeunes n'auront plus besoin de penser qu'ils peuvent trouver. Justement, les défis et chantiers sont nombreux et sur la liste des urgences, vous l'avez dit, vous y avez réfléchi, il y a l'emploi des jeunes. Oui. C'est d'ailleurs une catégorie qui a beaucoup d'attentes, qui s'est beaucoup investie d'ailleurs dans cette élection-là. Alors, comment adresser cette problématique-là? Bon, écoutez, cette problématique-là, je suis très à l'aise pour en parler parce que ce que je vais vous dire va vous surprendre, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a 10 ans, on avait conçu un projet. Quand je dis on, c'est parce que je l'avais conçu dans le cadre d'un colloque international organisé par l'état-major général des armées. À l'époque, c'était le général Ablaye Fall, qui était chef d'état-major général des armées. L'actuel chef d'état-major général des armées, le général
le général Darman Baye Cissé était le coordonnateur du projet à l'époque. À l'époque, il était colonel, c'est lui qui coordonnait le projet. En fait, pas le projet, c'est le colloque qui coordonnait le colloque. Et j'avais proposé une communication, justement, sur le thème. C'était sécurité humaine, c'était action civile et militaire pour la sécurité humaine. Le thème, c'était mobilisation des jeunes autour des projets pour la formation, la qualification, l'emploi contre le chômage et la précarité. À la suite, je me rappelle, ça je n'oublierai jamais, le général Ablaye Fall est venu vers moi et m'a dit « Socrate, votre communication là est vraiment très importante, il faut qu'on fasse tout pour la mettre en œuvre. » J'ai dit « Mon général, il n'y a pas de problème, c'est à votre disposition. » La communication a fait l'objet d'une publication mondiale parce qu'elle a été mise dans un compendium qui a été publié dans le monde entier. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé à aller de pays à pays. Dans tout ce qui a eu l'affaire, qui a fait appel à moi, je me suis retrouvé à aller de pays à pays pour aider à mettre en œuvre ce projet qui, dans de nombreux pays, a connu du succès. Alors que là où ça a été conçu, malgré tous les appels libérés, ça ne les intéressait pas. Et il y a un an, je pense, j'ai fait un peu d'article pour dire que tous les moyens qui sont mis en œuvre pour la formation des jeunes, peut-être ça témoigne d'un effort. Mais au plan stratégique, il y a beaucoup de choses qui pêchent. Vous n'y arriverez pas. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui est proposé dans... Alors, dans ce projet, voilà, ce que je propose, c'est que le Sénégal, d'ailleurs, c'est ce que sous-entend, ce que laisse apparaître le projet. Il faut transformer le Sénégal en chantier à ciel ouvert. Les Sénégalais, comme dit le président, sont braves, mais ils sont aussi extrêmement intelligents. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité des ressources humaines qu'il y a dans ce pays. Qu'ils soient dans la diaspora, comme j'en fais partie, ou qu'ils soient simplement dans les pays. Les ressources, les capacités, les compétences sont énormes dans ce pays. Il s'agit simplement de pouvoir les utiliser, et je pense que c'est ce qui est proposé, utiliser les compétences qu'il faut, aux places qu'il faut, pour développer des stratégies qui soient à même de régler un certain nombre de problèmes. Et dans ce cadre-là, ce que nous proposons, nous sommes prêts à le mettre à la disposition des autorités, mettre le Sénégal en chantier à ciel ouvert, c'est dire qu'il n'y a pas un seul secteur qui ne soit inducteur d'emploi. Mais pour autant, qu'on comprenne que ces secteurs-là sont inducteurs de ressources, de richesses, et qu'en les transformant, il faut nécessairement des compétences, des qualifications, et que donc en amont, il y a possibilité de former et de qualifier les jeunes dans ces secteurs-là. Que ce soit dans le tertiaire, dans le primaire, dans tous les domaines. Donc vous voulez dire que tous les secteurs sont pourvoyeurs d'emplois, mais il s'agit de former les jeunes dans tel ou tel autre secteur. Dans tous les secteurs, si on peut dire comme ça. Quand je dis que pour diriger un pays, il faut comprendre ce que c'est que la géopolitique. Ça tient simplement au fait qu'une des définitions qu'on donne à la géopolitique, c'est la maîtrise de tous les déterminants géographiques ou géopolitiques qui concourent à la mise en œuvre de la politique d'un État, que ce soit au plan général ou au plan sectoriel. Mais j'ai écouté, avec un très grand plaisir, le maire de Sandiara, qui est, je pense, ministre du Commerce. Serigne Gueye Diop. Oui. Qui justifie sa démission. Il dit, je démissionne parce que j'ai une mission qui va devoir m'amener à faire en sorte que notre arachide ne sera plus exporté, nos noix de cajou ne vont plus pourrir, etc., etc. Et il faut amener ici des chaînes de construction de véhicules. Mais c'est extraordinaire, ça. Quand tu entends ça, tu dis que mais... je respire, enfin, le volet industrialisation. Le volet industrialisation, et surtout, arriver à faire comprendre à tout un chacun que des richesses insondables se trouvent sous nos pieds et dans notre environnement.
Il suffit simplement de faire comme ça et de savoir à quoi ça peut conduire. On transforme, on crée des emplois, mais il faut qualifier les gens. Pas seulement dans le domaine des ressources naturelles. Regardez, aujourd'hui, tout ce qui a été fait pour qualifier les uns et les autres en ce qui concerne le pétrole. En ce qui concerne pour le pétrole, il y a des écoles qui ont été créées pour former des gens. Voilà une idée, par exemple. Bon, il faut le faire maintenant dans tous les endroits où il y a des ressources, puisque tout est transformable et positivement pour le bon Dieu quand même. Si le bon Dieu nous a dotés de la nature... Donc en d'autres termes, le Sénégal est riche de ses potentialités. Tous les secteurs sont, comme je l'ai dit, sont pourvoyeurs d'emplois, mais il faut qualifier. Il faut former les jeunes, la main-d'œuvre. Il faut former, il faut qualifier. Et maintenant, avant cela, c'est là où le problème de l'organisation, de la stratégie à mettre en œuvre se pose. C'est par rapport à ça que nous avons proposé un dispositif. À un moment donné, quand je faisais la campagne civilo-militaire, après j'ai changé. Et aujourd'hui, je change d'avis. Je pense que je suis même en train de chercher à rencontrer le ministre des Forces armées, au passage, je félicite pour l'extraordinaire décoration que vous avez eue, mon général Biram Diop, aux Nations Unies. Oui. Bon, c'est une déclaration qui sera poursuivie par une autre, comme vous le savez. Donc, comment est-ce que, par rapport à ce projet-là, qui est national, hein, c'est un dispositif national, mais qui doit pouvoir impacter tous les secteurs. D'accord. Et ça, donc, du coup, là, il ne faudra pas... L'esprit ou la démarche patriotique doit vous conduire à aller vers les autorités et ne pas attendre. Hein? Non, je n'attends pas parce qu'il faut savoir que ça, il y a peu de gens qui le savent. Moi, je suis membre de la diaspora. Je ne vis pas ici, je vis en France. OK. Je fais des va-et-vient. Bon, donc, la dimension patriotique, je l'ai commencé depuis que j'ai décidé de venir installer ici. Je fais des va-et-vient, ça coûte très cher. Mais c'est par patriotisme. Hein, je ne suis pas de nationalité exclusivement sénégalaise, hein, mais je suis patriotiquement sénégalais, n'est-ce pas? Et que de ce point de vue-là, depuis qu'on a commencé à nous battre par rapport à ces questions-là, quelles que soient les nationalités auxquelles, par ailleurs, on peut faire partie, on n'oubliera jamais que nous sommes d'abord des patriotes, n'est-ce pas, des Sénégalais. Et nous sommes Sénégalais tout court. Moi, je veux tout à disposition. OK. Il n'y a pas de limitation. Je l'ai fait pour le président Boudiou, pour le président Ouad. Bon, chaque fois qu'on a fait appel à nous, on a fait. Mais ce qu'on ne fait pas, nous imposer. Nous ne pouvons pas nous imposer parce que l'expertise ne s'impose pas. L'expertise ne se programme pas. Donc, nous avons des personnes disséminées un peu partout au Sénégal et dans le monde, hein, qui sont capables de produire, des Sénégalais, des partenaires à nous. Bon, nous sommes à la disposition de tous. D'accord. Donc le défi en vaut la chandelle puisqu'il s'agit d'un problème extrêmement important, l'emploi des jeunes. Alors, un autre problème, un autre point important, une autre urgence, la baisse du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça aussi, les autorités en font donc une priorité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, de votre point de vue? Pour y arriver, d'abord, le fait de penser à ça est rassurant pour les populations. Il faut trouver des moyens pour baisser le coût de la vie. Les temps sont durs, hein? Mais là aussi, ça fait partie des éléments sur lesquels le gouvernement aura à communiquer. Malheureusement, ça ne dépend pas que de lui. Parce que quand tu baisses le coût de la vie, il y a des produits qui sont... pour lesquels tu n'as pas de contrôle. Qui sont importés. Ouais. Hein? Ça pose le problème de l'extraversion. L'économie extravertie. De l'économie extravertie. Il y a beaucoup de choses qu'on achète sur lesquelles le coût de la vie est très élevé et qui auraient pu être produites ici. Bon, donc, il faut agir sur les deux leviers. Essayer de négocier. Il faut négocier. Je pense que les commerçants, la plupart des personnes qui occupent le secteur économique sont des patriotes. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, j'observe que depuis les élections jusqu'à présent, au plan politique, il y a une forme de consensus, de fait, qui s'est instauré. Pour accompagner la nouvelle équipe. Pour accompagner la nouvelle équipe, parce que c'est le Sénégal qui est en jeu. Bien sûr. Ce n'est pas la personne de tel ou de tel.
hein, et c'est le peuple sénégalais. Et que chaque Sénégalais, où qu'il soit, quelque effort qu'il puisse faire pour accompagner les nouvelles autorités, n'est-ce pas, à avancer rapidement dans la transformation, doit le faire, y compris lorsqu'on est commerçant, transporteur ou autre, pour qu'on peut à la baisse des prix. Bon, il y a un autre aspect qui est lié aux partenaires avec avec nos partenaires les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers. Là aussi, le gouvernement, je n'en doute pas, aura le courage de prendre des initiatives, hein, bon, pour négocier, parce que je pense, rappelez-vous la déclaration du président de la République, sa première déclaration, il dit très clairement, le Sénégal garde son rang, il tient à garder son rang et est prêt à coopérer avec tous ces pays, avec tous les pays amis. oui. Hein? Bon, et que de ce point de vue-là, la seule chose à laquelle il accorde une importance, c'est que cette coopération, que ce soit avec les pays amis ou que ce soit avec les organisations internationales, se fasse de manière mutuellement bénéfique. Ouais. Donc, il est dans le cadre de cette démarche de souveraineté, à la fois économique et politique, il faut arriver à ce que j'appelle la capacité d'avoir une autonomie stratégique, n'est-ce pas, y compris dans les prises de décisions internes. Bon, le Sénégal étant lié par des accords, on ne peut pas du jour au lendemain dénouer ces accords-là s'il n'y a pas de clause qui l'aurait prévu. Mais les Sénégalais, et notamment les personnalités que j'ai vues, en tout cas les ministres que j'ai vus, qui ont été choisis, qui sont au pouvoir, me paraissent, à mon avis, suffisamment, excusez-moi du terme, suffisamment balèzes, bon, pour être capables, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, de trouver des voies et moyens pour négocier avec les partenaires. Et je pense que ça va être aussi le chantier de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Négocier avec les partenaires et dire, écoutez, bon, vous savez très bien que nous sommes très, très, très riches. Hein? Nous sommes une entreprise, n'est-ce pas? La dette ainsi que son service nous étrangle, hein? Bon, en attendant que, sachant que nos richesses seront exploitées et que nous avons de quoi payer, bon, desserrer un peu les taux, que nous puissions disposer de la trésorerie nécessaire, qui nous permettent très rapidement de transformer nos ressources naturelles pour arriver très rapidement à vous payer l'argent qu'on doit. C'est des négociations, c'est des stratégies. Bon, et le Sénégal peut compter sur des pays amis. Le Sénégal peut compter sur de hauts fonctionnaires qu'il a un peu partout dans les différentes organisations internationales et autres, et que j'ai vu à l'œuvre, qui sont capables d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est beaucoup de questions sur lesquelles il faut agir pour arriver à baisser le coût de la vie. Et ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des éléments de communication, des éléments de négociation. Il faut que l'État, le pouvoir public, ne se lasse pas dès à présent, de communiquer par rapport à toutes les questions qui pourraient faire l'objet d'incompréhension ou de tente par rapport au public, parce que alors qu'il faut encore du temps pour démarrer réellement ce qu'il faut. Justement, parmi les questions qui doivent être expliquées, il y a ces réformes annoncées dans le domaine de la bonne gouvernance économique et financière, parce qu'on sait que ces derniers temps, disons, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a annoncé la publication prochaine des rapports des corps de contrôle. Ça aussi, c'est un autre aspect, peut-être des attentes qui ont été exprimées et qu'il faut exécuter. Oui, je pense que là, il y a deux niveaux. Le premier niveau, effectivement, c'est les évaluations ou les audits qui sont lancés pour savoir ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas réformer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord que le gouvernement comprenne vraiment. Il faut qu'il sache ce que c'est. L'état des lieux. Il faut qu'il fasse l'état des lieux, c'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il communique pour que les gens puissent attendre. Hein, entre l'appropriation du projet, le moment des évaluations, sortir les résultats
pour savoir après où aller. Ce que j'appelle la maîtrise de l'environnement, aussi bien dans l'espace que dans le temps. C'est très important. Il y a ce premier aspect qui permettra, bien entendu, d'engager les premières réformes. Mais il faudra aller au-delà de ces réformes, parce que vous parlez de bonne gouvernance. Je me définis souvent comme un extraterrestre, parce que j'ai la fixation sur un point. Tant que on ne procédera pas à la refondation de notre architecture politique et institutionnelle, quelle que soit la gouvernance mise en œuvre, elle échouera. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, pour imaginer, parce que je suis un instituteur, je travaille pour l'image. Vous prenez une théorie totalement rouillée, en particulier à l'intérieur. Vous allez prendre la plus belle eau, l'eau la plus propre du monde. C'est-à-dire que le compte de la gouvernance, vous la faire passer à l'intérieur. Quand ça sort, quelle couleur ça donne? Rouge. Ouais. Elle est rouillée, elle devient impropre. C'est pourquoi je ne peux pas croire que tous les Sénégalais qui se sont succédés à la tête de l'État sénégalais soient mauvais intellectuellement. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas y penser. C'est pas possible. Ils sont connus et reconnus. Mais comment expliquer que depuis 104 ans, on soit encore là à stagner? C'est parce que, simplement, nous n'avons pas compris encore que ce qui était là, en partant, ils nous ont laissé leur architecture politique et institutionnelle. Et que nous, sans prendre garde, on utilise la même architecture politique et institutionnelle, architecture politique, sans prendre garde. C'est président de la République, Assemblée générale, Premier ministre, ainsi de suite, décentralisation, dotation à ceci, cela, bon, saupoudrage. Conséquence. Donc l'architecture institutionnelle coloniale n'est pas adaptée, n'est plus adaptée au contexte. Aujourd'hui, on a continué. Tous les États, tous les chefs d'État qui sont succédés jusqu'à présent ont exécuté le pouvoir dans le cadre d'un État importé. Ce qui explique que l'essentiel des ressources que nous avons, nous n'avons pas su correctement en bénéficier, y compris dans l'organisation. Et je pense que les décisions qui ont été prises, qui apparaissent dans le projet, visent à cela. Ouais, d'ailleurs, la démarche de rupture qui est, exactement. Qui est indiquée, quand j'entends le président, parle bien de refondation de l'État. Quand j'entends le président Diomaye Faye parler de rupture systémique, moi j'entends refondation de l'État. Ce que je souhaite, il faut qu'on ait une nouvelle architecture politique et institutionnelle qui instaure un nouvel État, qui fasse en sorte que, aussi bien au plan central, donc l'État, avec les principaux pouvoirs, notamment régaliens, on puisse les gérer, avec au plan local, une nouvelle architecture qui crée de véritables pouvoirs locaux qui auront la capacité de transformer l'environnement dans lequel ils seront circonscrits. Et ça supposera nécessairement une sorte de réaménagement du territoire. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que je pense que les nouvelles autorités, en tout cas, je le vois dans le projet, ils disposent d'un levier, je ne peux pas en parler ici, dans le nouveau projet, par exemple, ils disposent d'un levier qui va, contre toute attente, de permettre de régler définitivement la question de la Casamance, sans devoir continuer à payer des intermédiaires à gauche, à droite, pour aucun résultat. Et encore, d'autres questions vont être définitivement réglées. Mais il faudra du courage pour cette refondation de l'État dont vous parlez. Parce que si on veut enlever l'architecture institutionnelle, par exemple, qui était là, importer de la colonisation pour changer radicalement, il faudra beaucoup de courage. Et il faut le faire. Je crois que
les personnes que nous avons là, l'équipe que nous avons, je pense que on a de véritables timoniers. Ils savent, ils connaissent les enjeux. Je ne pense pas que ce soit le courage qui leur manque, parce qu'ils ont pris quand même des risques pour arriver là où ils sont. Ouais. Et que pour arriver à s'approprier une démarche qui leur permet d'atteindre la totalité de leurs objectifs, je pense que le problème de courage ne se poserait pas à leur niveau. Au contraire. Bien sûr, ouais. Au contraire. Non, je veux dire, il faut quand même tenir en compte de la solidité de cette architecture-là. C'est ça que je veux dire. Ah non, la solidité. Voilà, parce que... Non, c'est très simple. Aujourd'hui, écoutez, on a fait quoi? Jusqu'à présent, on n'a fait que du mimétisme institutionnel par rapport à l'extérieur. Ouais. Y compris même quand on pense à notre constitution, à la constitution des États. Mais si nos brillants juristes, notamment qui ont constitué nos différents conseils constitutionnels, j'en profite pour féliciter le Conseil constitutionnel pour la manière extrêmement courageuse, la dextérité extraordinaire qu'ils ont su mettre en œuvre pour permettre à ce que les institutions sénégalaises tiennent et permettre à ce que tout rentre dans l'ordre. Voilà ce que je dis. Voilà la preuve. On a des hommes bien, très bien même, très bien formés, hautement qualifiés. Je parcours le monde entier. Je sais l'appréciation que les gens, partout où on puisse aller, ont sur nos hauts fonctionnaires. Dans tous les pays du monde, vous allez les meilleurs hauts fonctionnaires. Mais le problème qui se pose jusqu'à présent, on les fait travailler dans des structures obsolètes. Ils ne sont même pas capables d'avoir la possibilité de disposer de tous les leviers possibles et imaginables pour mettre en œuvre des choses qui pourraient être de nature à améliorer, à développer et à rompre avec ce qui se. Mais avec je pense qu'on va y arriver. Pour être dans l'air du temps, donc, il faut endogénéiser l'appareil d'État, l'architecture institutionnelle. Hein. Il faut plus importer. Il faut... Quand je dis tout à l'heure que j'ai été surpris, mais agréablement par le projet, il y a un an, nous avons tenu une conférence justement sur la problématique de l'État. Oui. Et la conclusion qui a été tirée, c'était qu'il faut arriver à mettre en place des voies et moyens qui nous permettent d'avoir un modèle d'État africain endogène. Parce que orienté vers la satisfaction première des besoins des pays africains et surtout sachant préserver les intérêts de l'Afrique et de l'ensemble des populations et des pays qui le constituent. C'est à ça que je pensais tout à l'heure quand je parlais de courage. Ce modèle d'État endogène-là, pour le mettre en place, il faudra aussi tenir compte de ceux qui tiennent encore de cette architecture-là, peut-être importée autant pour moi, et qui est toujours de vigueur, c'est ça? Oui, c'est là où le courage intervient. Ouais. Parce que je trouve même qu'aujourd'hui, je pense même qu'aujourd'hui, il puisse être encore quelque part lâche de toujours mettre la faute sur les étrangers. C'est toujours la faute de l'ordre. Il faut qu'on arrête ça. Nous savons que ça n'a pas, nous savons les causes. Nous découvrons que, en fait, tout cela, c'est parce que les gens préservent leur intérêt. Mais engageons-nous dans un process qui nous permette, nous, de défendre nos intérêts. D'accord. Personne ne le fera à notre place, y compris, je sais que vous allez voir, c'est pareil. Quand on parle très souvent de problème de la réforme du franc, tout ce qui s'en suit. Mais si les personnes qui sont concernées n'ont pas la volonté d'y arriver, ils n'y arriveront jamais. Très bien. Et parmi ces chantiers-là, ces réformes, je sais qu'on n'aura pas le temps d'évoquer amplement le volet politique, mais d'après ce que vous avez vu comme annonce sur les réformes politiques,
Qu'est-ce que vous retenez toujours dans ce cadre de... Moi, par rapport au politique, je retiens le... Vous pensez qu'il faut rationaliser? Les partis politiques. On a trop de partis au Sénégal. Oh là là, ça c'est... Je ne sais même pas comment ça peut être possible. Quand j'ai su le nombre de partis politiques au Sénégal, je dis il faut revoir l'ensemble de ces questions-là. Parce que 360 partis dans le pays et créer des règles. Pour qu'un parti politique soit éligible, il faudrait au moins qu'on voit, que les populations voient en quoi ce parti est utile. Donc ce sentier-là, il faut absolument le régler. En corrélation avec ça, la problématique de la Sénat. Oui. La réforme, c'est lié. Il s'est mis à la place de la Sénat. Je ne pense pas qu'il soit opportun de changer. C'est mon point de vue. Oui. Je pense que ce qui est urgent, plutôt, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas dans la Sénat. Quels sont les aspects négatifs par rapport à la Sénat? Parce qu'après tout, la Sénat a permis l'alternance. Absolument. Bon, donc, il ne devrait pas être si mauvais, ce qui sont là. Par deux fois, d'ailleurs. Par deux fois. Hein. Bon, donc, il faut, à mon avis, c'est le rôle de l'évaluation. Il faut évaluer ce qui a été fait, ce qui est bon. On garde. On garde, c'est la volonté du président d'ailleurs. Hein, ce qui est mauvais, on change. D'autant plus que la Sénat, c'est commission électorale nationale autonome. Bon, ce qu'il faudra, c'est renforcer cette autonomie et faire en sorte que les différents acteurs qui y sont soient totalement indépendants en les dotant des moyens. Mais si on met une CENI, hein, il y a l'indépendance, mais il n'y a pas l'autonomie. Hein? Donc, quelque part, il est même, du point de vue de la préséance, beaucoup plus facile de réformer, de voir ce qu'on n'a pas dans la Sénat, la réformer, que de devoir... changer tout. Enfin, c'est ce que je pense. Maintenant, il appartient aux uns et aux autres de devoir... Je n'ai pas encore discuté avec mon alter ego et ami Babacar Gueye sur la question, mais il ne serait pas loin de... De votre point de vue. De penser comment. Merci beaucoup.